Bienvenue dans votre Cannet Frank. Aujourd'hui, vous le voyez, on a un invité, Patrice Dutil. On espère vous faire passer un bon moment. On parle d'histoire aujourd'hui, surtout. C'est un article qui a capté mon attention pendant mes vacances. Donc, ça sert à ça, des vacances, des fois. On prend le temps de lire des choses plus intéressantes que de l'actualité. Et ça a débouché vers cette entrevue-là qu'on vous a préparée ce matin. Alors, Patrice, l'article en question que j'ai lu, ça s'appelle, c'est dans The Dorchester Review, Woke Captive, The Pathetic City Staff Report on Sir John A. Macdonald. C'est la raison pourquoi j'ai lu l'article. Le titre était tout simplement fantastique. Donc, c'était accrocheur. C'était très accrocheur. Et ce qui est le fun avec le Dorchester Review, c'est la longueur des textes. C'est pas un texte de 500 mots. C'est un texte qui est recherché, qui a beaucoup de matériel à l'intérieur. Donc, j'ai lu ça vraiment avec très grand intérêt et également du matériel que vous nous avez envoyé. Donc, on va faire un peu le tour de cette controverse-là qui a eu lieu il y a quelques années, mais qui avait malheureusement passé un peu lettre à la poste dans les médias, qui semble être vraiment plus importante que ce qui s'est passé réellement. C'est le déboulonnement de la statue de John A. Macdonald à Montréal. Donc, je laisse peut-être nous expliquer un peu les événements et qu'est-ce qui a amené à écrire ce texte-là de votre côté. Ben, de mon côté, ça fait partie de deux lignes d'intérêt. Depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse à la carrière de John A. Macdonald. Pour moi, ça a été quelque chose de plutôt récent, parce que je suis historien de formation, mais j'écris aussi beaucoup sur la politique publique, sur l'histoire politique canadienne. Mais Macdonald a attiré mon attention il y a une quinzaine d'années parce que il se posait plusieurs questions autour de sa carrière, autour de ses réussites et aussi autour de ses faiblesses et même ses échecs. Alors, d'un côté, Macdonald m'intéresse depuis une quinzaine d'années. Mais là aussi, depuis maintenant, je dirais là, depuis 2015, il y a eu une nouvelle vague de réinterprétation de l'histoire, quelque chose qui a été projeté de l'avant par M. Trudeau, il faut le dire. Si on se regarde, on regarde un peu là, dans le rétroviseur, on voit qu'il y a eu une grosse un tournant dans notre histoire avec l'avenue de M. Trudeau au pouvoir et de son attitude envers l'histoire canadienne. Je reviendrai, si ça vous intéresse, là-dessus plus tard. Ah, ça nous intéresse. Puis la deuxième question, encore en 2015, ça a été le rapport sur la vérité et la réconciliation de la commission qui a été remise au mois d'octobre cette année-là. Alors, l'élection de M. Trudeau, des libéraux, le rapport final de la commission, on se sont jumelés pour pondre une nouvelle idée de notre histoire. Alors, on avance 4-5 ans plus tard. Au Canada anglais, on voit qu'on remet en question la carrière de John A. Macdonald. Pourquoi? En fait, c'est un de mes premiers articles. Pourquoi Macdonald? Qu'est-ce qui fait que Macdonald est devenu le fétiche des gens qui veulent provoquer une réinterprétation de l'histoire, disant que l'histoire du Canada, c'est pas du tout une histoire de réussite, malgré tous ses déboires, malgré toutes ses difficultés. C'est pas du tout une histoire de réussite, c'est une histoire de suffocation, d'étouffement des minorités. C'est une histoire d'opprimer les gens qui sont pas de couleur blanche. C'est une question d'opprimer la population. Alors, c'est une réinterprétation surprenante de notre histoire. Puis nous autres, on peut toujours se vanter. On a vécu quand même 9 ans de M. Jean Chrétien qui nous disait que le Canada, c'est le plus beau pays au monde, etc. De se faire dire que le Canada, ce n'est qu'une histoire d'échecs, de mensonges, de menteries, de toutes sortes de choses. Franchement, là, c'est assez surprenant.
Il n'y a Puis pas quelque même, chose un peu là-dessus, M. Dutil, qui est, comment je dirais ça, c'est que les pays habituellement ou les nations vont essayer de se doter d'un espèce de roman national en général, tu sais, qui va mettre de l'avant la grandeur de la nation, qui va mettre de l'avant les grands accomplissements, les grands personnages. Tu sais, ouais. si vous visitez la France, vous allez aux Invalides ou peu importe, vous voyez tous ces grands personnages. Bon, on essaie de mettre ça en valeur et c'est un peu comme ce tournant-là dont vous parlez, puis vous en parlez aussi dans un texte que vous avez publié là, il y a quelques mois qui s'appelait Parc Canada choisit la politique identitaire plutôt que de rendre à Johnny McDonald ce qui lui est dû. C'est comme si on avait voulu, nous aussi, avoir notre histoire noire. Ouais. C'est comme si le Canada se disait, ben là, c'est pas juste qu'il y a juste les Américains qui ont un passé sombre avec l'esclavage, la traite, tout ça. Nous aussi, ça nous prend, plutôt que d'essayer de mettre en avant le passé un peu glorieux, puis bon, c'est pas pour rien que j'utilisais l'expression roman national. Souvent, le passé est un peu fantasmé, puis un peu, on exagère des côtés positifs, mais là, on dirait qu'on est allé comme de l'autre côté, on exagère des côtés négatifs, voire même dans certains cas, c'est des inventions, là. C'est carrément des inventions. Puis je veux être bien compris, là, il ne s'agit pas du tout de cesser d'être critique. Je pense que l'histoire canadienne, l'histoire du Québec mérite d'être critiquée. Mhm. C'est sûr que les dirigeants méritent d'être critiqués, que les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, les dirigeants des écoles, les dirigeants de la société, des syndicats, des journalistes méritent une histoire qui est critique. Puis là-dessus, moi, j'en ai contribué, j'en ai fait, j'en suis fier, ça se fait. Mais de là à aller raconter des mensonges, à complètement à inventer une nouvelle histoire qui est complètement détournée des faits, comme on l'a fait avec Johnny McDonald, comme on l'a fait ici à Toronto avec Dundas, et puis comme on l'a fait aussi à mon université. J'enseigne à l'université, ce qui était anciennement l'université Ryerson, qui est maintenant devenue la Toronto Metropolitan University. On a changé le nom de votre université, Oui, autrement dit. parce que soudainement, après 140 ans de réputation, on s'est dit que Egerton Ryerson était un des architectes des pensionnats autochtones. C'est c'est complètement faux. C'est complètement inventé. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est mais comment ça se fait que soudainement, les gens qui étaient perçus comme étant des héros canadiens, que ce soit Egerton Ryerson, en passant, là, c'est pas, Egerton Ryerson, c'est pas une personne qui est connue au Québec, mais Non. il n'y a pas d'équivalent au Québec pour Egerton Ryerson. C'est l'homme qui a créé les écoles, qui a insisté à ce que les écoles soient gratuites, obligatoires. Hein, ça, c'est pas arrivé au Canada, au Québec avant 1942, 43, 44, peut-être, 42, 43. Je m'excuse. De l'administration d'Adélard Godbout. OK, ça va être 44. Ouais. 44. 44, c'était. En tout cas, on reviendra là-dessus. Je me mets dans mes dates là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas étudié Adélard Godbout, qui est pourtant un de mes favoris parmi les premiers ministres québécois. Mais c'est aussi quelqu'un qui a créé le musée provincial, c'est quelqu'un qui a créé une université. Un des participants majeurs pour la création de l'Université de Toronto, c'est lui qui a créé l'école l'école normale pour former les étudiants, qui insistait à ce que les filles soient éduquées, qui insistait à ce qu'il y ait des bibliothèques publiques. Puis ça, c'est longtemps avant le Québec. Là, hein. C'était un homme hyper progressiste. C'était quelqu'un qui avait fait un séjour auprès des Autochtones. Il parlait la langue, une des langues autochtones, l'Ojibwe. C'était un progressiste, là, mais de la première heure. Un homme vraiment formidable. Puis sa pensée, c'était que pour que l'éducation fonctionne, là, pour que les gens soient bien formés, ils doivent jumeler le pratique et le théorique. L'Université Ryerson a été fondée en 1949 pour aider les anciens combattants avec une philosophie qui était vraiment de Ryerson, qui jumelait le pratique et le théorique. Mhm. Alors, il y a une belle statue qui avait été montée en son honneur à la fin du 19e siècle, parce que c'est lui qui avait créé, comme je vous dis, l'école normale. C'est une belle statue qui figurait devant l'université. Elle a été démantelée, exactement comme avec McDonald, déboulonnée par une vingtaine de bandits. L'université n'a rien dit, l'université n'a rien fait.
la police n'a rien fait. C'est la même chose qui s'est passé à Montréal. C'est exactement le même scénario qui s'est joué. Tout à coup, il y a une vingtaine de bandits qui s'annoncent avec des cordes. Ils déboulonnent la statue, l'écrasent, la, 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 la maganent sérieusement. Et puis, depuis ce temps-là, on ne sait pas où elle est, on sait pas où elle est la statue. Elle a été Volé transporté carrément. quelque part et puis on ne sait pas. J'ai demandé à les dirigeants de mon université où est-ce qu'elle se trouve et puis ils ont refusé de me dire où elle se trouve. Parce que là encore, moi dans mon idée, c'est que Egerton Ryerson, même si à l'université, il n'est pas très populaire, parce que là encore, il y a des membres de la faculté autochtone qui s'opposent à lui, qui s'opposent à ses réputations. Il y a quand même une importance capitale dans la formation de la société ontaroise. Alors, revenons à McDonald. Comme je vous dis, ça, c'est un scénario qui s'est passé en 2021. Et puis, ça s'est passé presque en même temps qu'avec McDonald. Alors, j'ai perdu le fil de votre question. Aucun problème. Je m'excuse. Mais non, parce que vous m'aviez lancé sur l'idée que, oui, il y a une nouvelle, un nouveau roman, un nouveau roman de notre société, de notre histoire, qui est proposé par ces militants-là. Et puis moi, je m'oppose à ça. C'est parce que c'est pas fondé sur les vérités. C'est pas fondé sur des faits. C'est fondé sur un nouveau mythe qui voudrait que quelqu'un comme Johnny MacDonald ou que Egerton Ryerson soient les grands vilains de notre histoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était des progressistes. C'était des gens qui, à leur époque, avaient la pensée vers l'avenir. Ils voulaient une meilleure société. Ils voulaient faire de meilleures choses. Et puis, c'est vraiment injuste. Puis je reviens au message essentiel de mon texte, c'est que c'est vraiment injuste ce qu'on a fait à McDonald's, que la statue soit déboulonnée. Oui, d'accord. Bon, ça se fait, je comprends. Les gens sont fâchés. On venait de sortir avec la nouvelle là, que 200 jeunes avaient été ensevelis quelque part à Kamloops, dans une école, dans un pensionnat autochtone. Entre parenthèses, c'est évident qu'il n'y a eu aucune dépouille qui a été trouvée parce que c'est pas vrai. Parce que c'était pas vrai, mais on a quand même détruit la statue de McDonald et puis la Ville de Montréal a décidé que finalement, McDonald n'est pas du tout à la hauteur du code déontologique de Montréal, que les valeurs de McDonald n'appartiennent plus au 21e siècle. Puis là encore, je m'oppose à cette version de l'histoire qui est carrément à côté de son traîneau. Et on est rendu, soit dit en passant, avec un congé férié basé sur cette histoire-là. Ça s'annonce comme ça. Hein. C'est férié, oui. Oui, ça a été annoncé, en tout cas, dans cette logique-là. Mais dans l'article auquel je faisais référence précédemment, parce que ça va directement dans ce que vous venez de dire, moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand vous racontez l'histoire de la maison Bellevue. Donc, qui était une maison c'est ça, qui a été louée pendant à peu près 1 an par McDonald en 1848-1849. Là, on va vous expliquer un peu là, les conditions qui étaient les siennes à l'époque. Bon, on n'avait pas beaucoup d'argent, était relativement pauvre. Et il y a un paragraphe qui a attiré mon attention particulièrement, là, parce que ce que vous racontez, c'est surréel. Et vous dites, en gros, je vous paraphrase parce que je ne veux pas le lire textuellement, mais en gros, vous dites, il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était un couple il était dans la trentaine, il n'y avait pas d'argent pour acheter des biens de luxe, tout ça. Et aujourd'hui, si tu vas visiter la maison, elle a été remplie d'objets, en fait, qui ne lui ont jamais appartenu, soi-disant pour mettre en lumière son privilège blanc ou je ne sais pas trop quoi. Là. C'est carrément de la contrefaçon historique. Là. Complètement, complètement. Et puis, c'est devenu un musée qui est surtout voué à raconter l'histoire des Autochtones. Alors, on se sert de McDonald. Il y aurait pu, comme je dis dans l'article, il n'y a rien qui impose à ce que McDonald soit associé avec la très belle maison qui s'appelle Bellevue aujourd'hui. C'est une très belle maison particulière. Qu'on crée un musée autochtone, moi j'ai aucune opposition à ça. Ça me fait vraiment pas. Moi, personnellement, je m'en fiche. Qu'on dédie un musée aux femmes, qu'on dédie un musée à la ville de Kingston. Faites ça n'importe quoi, mais on se sert de McDonald pour finalement donner un coup contre l'histoire canadienne. Alors, on se sert de McDonald, on affiche McDonald parce qu'on pense que peut-être des gens vont s'intéresser à la vie de McDonald, ils vont se déplacer pour découvrir un peu un aspect de la vie de McDonald.
Finalement, dans cette maison-là, McDonald a vécu une tragédie, c'est la perte de son premier fils. Ça, c'est important parce qu'à cette époque-là, les femmes mouraient en accouchement et les enfants mouraient aussi. Parce que c'est comme ça au Canada durant les années 1840. C'était brutal. Puis McDonald a perdu son fils après, il y avait moins d'un an. C'est tragique ce qui s'est passé dans sa vie à McDonald. Mais on n'en parle jamais de ça. On n'en parle jamais. Finalement, on se dit, ah, McDonald, c'était le premier ministre du Canada pendant presque 20 ans. Il a fait ci, il a fait ça, c'est un sou, etc. Alors ça va attirer le monde, mais en les attirant, on va dire, on va vous raconter une histoire, une version de l'histoire autochtone en même temps. Ça, c'est Parc Canada, c'est nos taxes qui payent ça. C'est grave. C'est grave. Et puis, finalement, un des messages que je veux passer dans mes articles, c'est qu'il n'y a personne qui veille sur notre histoire. Je dis, là encore, que les militants disent quoi que ce soit, ils ont le droit, je les invite à le faire. Qui critiquent l'histoire canadienne, ça me va. Je vis là-dedans, je vis sur la controverse, je veux voir des controverses historiques. Mais quand les politiciens commencent à s'en mêler, puis à dire, ah oui, on a choisi cette version-là de l'histoire, sans preuve, sans consultation, avec des gens qui sont connaissants, là, j'ai un problème. C'est un problème qui se répète. Ça s'est fait à Toronto, ça se fait à Ottawa, ça se fait à Montréal. C'est dommage. Parce que Montréal a quand même un sens d'histoire, devrait avoir un sens d'histoire qui est beaucoup plus prononcé parce que vous avez, au fil des années, réussi à préserver un héritage, un patrimoine bâti. Hein? Ce qui fait qu'à Montréal, on peut vivre un peu dans l'histoire de façon assez soutenue, à cause du Vieux-Montréal. Hein? C'est évident, à cause du Vieux-Montréal. À Toronto, on a pas mal tout détruit. On a peut-être quelques coins de rue qui sont encore historiques, mais c'est rare, parce qu'à Toronto, on détruit nos plus beaux édifices, puis ça, on l'a fait là, avec les années 40, 50, 60. On avait à une époque une ville qui était très belle au point de vue art déco. On a tout détruit. On a tout détruit, il ne reste presque rien. Mais à Montréal, ça a été préservé. Il devrait y avoir une idée de l'histoire à Montréal qui est plus prononcée. Puis ça, c'est pas pour raconter là, des grands romans. C'est parce que c'est bon pour le tourisme, ces affaires-là. C'est bon pour l'argent. Ça fait rentrer du monde. Ça, c'est du comptant dans nos poches, ça, quand les gens viennent à Montréal. Ils ne vont pas à Montréal pour aller voir Saint-Léonard, là où je suis né. Hein? C'est pas là qu'ils vont. Ils vont au Vieux-Montréal. C'est important de préserver l'histoire. Alors, quand la ville de Montréal dit que, oh non, finalement, Johnny McDonald, c'était un bandit, c'était un vendu, c'était un gars qui n'a aucun respect pour les Québécois, qui n'avait aucun respect pour les catholiques, qui n'avait aucun respect pour les Autochtones, qui n'avait aucun respect pour les Noirs, fournissez-moi des preuves, s'il vous plaît. C'est important ce que vous dites là, parce que pour moi, Québécois, qui a eu les cours d'histoire normaux, sans plus, qui n'a jamais vraiment étudié en histoire, qui n'a pas l'enseignement ou qui n'est pas un pratiquant, autrement dit, de l'histoire, Johnny McDonald, c'est une parenthèse dans ma tête. Tu sais, je sais qu'il était sur des billets d'argent, je sais à peu près une couple de choses sur lui, mais c'est très peu, alors qu'en réalité, c'est le premier ministre canadien. Oui, et puis c'est vraiment dommage, mais vous n'êtes pas une exception. Johnny McDonald n'est pas enseigné au Canada, ni au Canada anglais, ni au Canada français. Dans les deux cas, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada, les jeunes vont rencontrer Johnny McDonald pour une semaine ou peut-être deux quand ils auront 13-14 ans. Alors, premier cégep, je m'excuse, secondaire 2, je pense, au Québec, et puis au Canada, c'est en 7e année. Et puis ça, c'est pendant, comme je vous dis, une semaine. Et puis, surtout, on parle de Louis Riel. De Louis Riel. Alors, c'est ça. Alors, j'allais dire qu'on ne parle pas de Johnny McDonald, ni dans les écoles, ni dans le commentaire quotidien. C'est très rare d'avoir un essai sur Johnny McDonald. Moi, je ne connais aucun essai sur Johnny McDonald en français qui a été écrit après 1967. À une époque, là, avec le centenaire du Canada, on a commencé à s'interroger un peu sur Johnny McDonald. Et puis, je disais, c'était très positif. On a nommé des squares en son honneur. On a nommé des écoles, des bibliothèques. On a érigé des statues. Ça a été une belle époque pour Johnny McDonald en 1967, mais depuis, presque pas. Alors, maintenant, comme je dis, au Canada anglais, on s'est défait des noms de Johnny McDonald sur les écoles.
À Ottawa, il y avait une grande route là, qui s'appelait la John A. Macdonald, et puis on a changé le nom. On lui a donné un nom autochtone qui est imprononçable. Alors, je pense que ça va rester John A. Macdonald dans le quotidien des gens parce que le nom autochtone ne veut rien dire pour la plupart des gens, malheureusement. Si on avait trouvé une formule, mais ça ne sera pas comme ça. Alors, c'est vraiment dommage. Comme je dis, mon message, c'est que les politiciens s'en mêlent, et puis ils s'en mêlent de façon très malhabile. Et puis, c'est dommage. C'est très dommage parce que ça mine notre culture. Ça mine nos racines. Hein? Une société va se tenir parce qu'il y a quand même un roman, comme vous dites. Il y a un conte national qui se raconte et qui nous unit, même avec toutes nos tensions, même avec au Québec, qu'on soit nationaliste, qu'on le soit moins nationaliste. C'est quand même un commun. C'est quelque chose qu'on a ensemble. Pourquoi étudier, par exemple, pourquoi étudier l'histoire politique, par exemple? Parce que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus étudier l'histoire politique. On peut parler d'histoire sociale. Mais le politique est important parce que c'est ce qu'on a en commun, le politique. Que vous soyez menuisier, journaliste, avocat, médecin, plombier, on a tous nos intérêts différents, mais ce qu'on a en commun, c'est quand même nos racines. Et puis, une société qui est saine, c'est pas moi qui le dis, là. Hein, moi, je répète là, ce que les grands penseurs ont dit, c'est qu'il faut quand même s'enraciner. Et quand on enlève John A. Macdonald de vue, à mon avis, on commence un processus qui va dire, bon, ben, coudonc, le monument aux patriotes, là, les patriotes, ils n'étaient pas très, très gentils envers les femmes. Ou les patriotes n'étaient pas très en faveur de telle ou telle affaire. Hein? On va se débarrasser des patriotes. Ben oui, et Papineau, c'était quand même un seigneur dans une seigneurie. C'est pas très gentil, ça, avoir des gens en servage. C'est un riche. C'est drôle parce que vous anticipez une question que j'avais une question commentaire un peu que je voulais avoir votre opinion là-dessus. C'est que, tu sais, on a vu, comme les Québécois, je pense, beaucoup ont vu. Bon, ça a commencé aux États-Unis, un peu, tout ça, cette culture-là de la cancellation, des boulonnes des statuts, un tel était esclavagiste, tout ça. Bon, ça a gagné le Canada anglais il y a plusieurs années. Un moment donné, on avait même des débats sur ce qu'il faudrait changer le nom de la Colombie-Britannique. Oui. En disant, c'est Christophe, ça fait Colombie, Christopher Columbus, donc ça symbolise les Britanniques et la colonisation. Il faudrait changer le nom. Et là, il y avait même des articles de Radio-Canada, il y a peut-être 4-5 ans de ça, où on disait il faudrait. Il proposait des noms alternatifs complètement loufoques en langue autochtone imprononçable, disant ça pourrait être ça le nouveau nom. Il y avait eu l'histoire aussi de l'équipe, les Eskimos. Il y a eu, puis on voyait ça, plusieurs, je pense, personnes voyaient ça au Québec en se disant un peu naïvement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est des trucs de Canadiens anglais, puis les statuts qui déboulonnent, c'est en même temps des gens qui n'étaient pas trop sympathiques à la cause des Canadiens français, donc ça ne me dérange pas. Et moi, depuis le début, ce que je dis, c'est que ça va inévitablement, ce rouleau compresseur-là, va finir par tomber sur Jacques Parizeau, Robert Bourassa, Jean Lesage. Jean Lesage, c'est passé des trucs aussi avec les Autochtones. Là. Déjà, Duplessis a été effacé quand même relativement de l'histoire, mais ça va arriver aussi. Là. Un tel était alcoolique, l'autre a fait ci, lui, paraît qu'il avait été un petit peu misogyne, lui, quand même. On devrait peut-être enlever sa statue. Et ce rouleau compresseur-là, tu sais, ce que je veux dire, c'est les gens qui sont souverainistes ou nationalistes québécois, on dirait qu'ils s'en foutent parce que c'est John A. Macdonald, qu'est-ce que j'en ai? Ça me dérange pas. Ouais, mais ça va finir par être tes propres figures aussi. Là. Ouais. Exactement. Là encore, il faut être raisonnable. Pourquoi pas être raisonnable? C'est sûr que dans le sud des États-Unis, moi, je suis allé à quelques reprises. J'ai toujours été vraiment là, écœuré, il n'y a pas d'autre expression, que de voir des monuments aux chefs séparatistes de la Confédération du Sud des États-Unis, qui sont fêtés là, par leur présence en granit ou en métal. C'était des gens qui étaient traîtres
aux États-Unis. C'était des traîtres. Moi, je suis entièrement, je ne suis pas américain, mais je ne serais pas de ceux qui diraient c'est vraiment dommage de perdre des statuts des chefs sécessionnistes des États-Unis. Parce que c'est des gens qui défendaient l'esclavage. Moi, je suis contre l'esclavage, comme l'était la plupart des Américains de cette époque-là. Et puis, c'est eux qui ont gagné la guerre. Mais ce n'est pas la même chose au Canada. Puis je reviens à John A. Macdonald. Les accusations portées contre lui par la Ville de Montréal, par son rapport, sont fondées sur des faits qui sont mal compris, qui sont mal interprétés. De dire que John A. Macdonald n'a jamais été populaire au Québec, franchement, j'ai démontré qu'à chaque élection, John A. Macdonald gagnait presque la majorité des voix au Québec. Allez-vous me dire que c'est les Anglais qui votaient pour? Les Anglais constituaient environ 18-19 % de la population québécoise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Québécois, de francophones, qui ont appuyé John A. Macdonald. Quand 15 000 personnes sont présentées au Dominion Square en 1895, quand la statue a été dévoilée, 15 000 personnes, là, messieurs, c'est du monde à la messe, ça. Il était 20 pour déboulonner John A. Macdonald. Allez me dire que ça, c'était plus démocratique que les 15 000 personnes qui se sont présentées. Et puis, je souligne que le monument de John A. Macdonald a été financé par les portefeuilles des gens ordinaires. C'est sûr que c'était les hommes d'affaires qui ont payé la majorité. On ne le sait pas au juste. Hein. Ça, on ne le sait pas au juste. Mais ce n'est pas de l'argent public. Mais ce n'est pas de l'argent public, ce n'est pas l'argent des payeurs de taxes. Ça, c'est une volonté démocratique qui l'a payé cette affaire-là. Puis quand 15 000 personnes sont présentes, vous pouvez voir les photos, quand il y a 15 000 personnes qui se présentent, là, ça veut dire quelque chose. Puis ça a été la même chose à Kingston en passant, et à Hamilton et à Toronto. Hein? La même genre de foule, 10-15 000 personnes, 10 000, 15 000 personnes qui se présentent pour voir. Puis ça, c'est 3 ans après la mort de McDonald. 3 ans, là. Ça montre à quel point le personnage était admiré et même aimé. Alors, il faut se poser la question, là. Et puis, il faut contrer notre ignorance. Alors, la Ville de Montréal, là, en tant que gouvernement, se devait de faire un portrait juste de McDonald et pas simplement de justifier pourquoi on voudrait éviter des dépenses pour restaurer la statue puis la remettre à sa place. La plupart des accusations que vous soulignez dans votre article du Dorchester Review, McDonald était un impérialiste, était un orangeman, un francophobe, un génocidaire, un antidémocrate. Vous avez évidemment déboulonné chacun de ces mythes-là, mais avec des arguments et non pas des marteaux. C'est ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant. J'ai un clou. C'est quand même intéressant. Mon clou porte bonheur. Parce que ce qui est arrivé réellement après le déboulonnement de la statue, c'est que Montréal avait le choix de restituer cette statue-là. Oui. Et avant de prendre la décision, on a décidé de mettre en place un comité consultatif qui ont créé un rapport éventuellement pour conclure que ce n'était pas une bonne idée de la remettre. Et vous en avez quand même beaucoup sur l'expertise des gens qui ont participé à ce type de comité-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ce processus-là, justement? Est-ce que c'est un processus qui est justifié, qui est normal? Et surtout, est-ce qu'on a bien fait les choses ou au contraire, ça a été bâclé de leur côté? Ah, ça a été bâclé complètement. Ça a été complètement bâclé. Là encore, parce que la Ville voulait s'en débarrasser et puis ils ont tout fait pour assurer que le processus se dirigeait dans cette direction-là. Alors, ça, c'est une formule qui a été adoptée ici à Toronto et puis à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On forme un comité de gens. Dans le cas de Montréal, il y avait 11 personnes sur le comité. 4 d'entre eux étaient des fonctionnaires de la Ville de Montréal. Alors, dès le départ, presque 40 % des gens sur ce comité-là représentent la Ville. Alors, puis la Ville, comme je vous dis, avait déjà cette idée-là que ça n'allait pas être. Valérie Plante l'avait dit, là, que elle n'avait pas grand intérêt à revoir la statue de McDonald sur le reste du Canada. Ah non, écoutez, là, si on faisait la politique de santé comme ça, si on faisait les travaux publics comme ça, ce serait un scandale. Mais ce qui me surprend encore, ça me surprend parce que la Ville de Montréal, normalement, je pense qu'il y a quand même une strate de la société montréalaise qui est très cultivée, qui devrait s'intéresser à ce genre de choses-là et qui a vraiment
passé sous silence, qui a fermé les yeux sur le processus. On aurait dû se pencher là-dessus, comme vous le dites, pas seulement parce que c'est McDonald's, mais parce que ça annonce une nouvelle approche au patrimoine de la ville. Mais alors, on formait un comité, comme je dis, 4 des 11 sont des fonctionnaires. Ensuite, il y a 2 représentants autochtones, un représentant de la communauté noire. Il y a 2 spécialistes sur les monuments et sur la vie culturelle de Montréal. Alors, c'est du bon monde, ça. Hein, j'ai bien compris, là, c'est du bon monde. Ma critique n'est pas envers eux. C'est le processus. Il y avait un historien. Un historien. Alors, une personne sur 11 qui a été formée, qui a un doc. Je ne veux pas être snob, là, mais quand on parle d'histoire, hein, quand on parle de santé publique, on s'adresse à des médecins, à des gens qui font l'épidémiologie, des gens qui connaissent leur affaire. On ne demande pas simplement à monsieur tout le monde, à madame tout le monde. C'est sûr qu'ils ont une présence, qu'ils ont un rôle important à jouer, mais on donne ça aux spécialistes. Quand on a un problème avec le pont Jacques-Cartier, on s'adresse aux ingénieurs. On ne demande pas à Patrice Dudille, on s'adresse aux ingénieurs. Ça n'a pas été le cas. Comme je dis, ce n'est pas le cas. Alors, on forme un comité qui va pas faire grand-chose. On rédige un rapport, comme je vous dis, qui est biaisé. On fait une consultation minimum. On fait intervenir des gens, puis ça a été fait sur Zoom. J'ai pas été participant, mais j'ai témoigné de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé en faveur de la statue. Il y a des vieux de la vieille, là, des vieux nationalistes qui ont dit ah, McDonald's, c'est un Anglais, c'est un méchant Anglais, impérialiste, etc. Alors, la ville de Montréal a repris ça un peu. Et puis ensuite, on remet un rapport, puis on prend la décision là, juste avant la journée du travail. Personne ne s'intéresse à ça. Ils sont foutus en campagne. Ils ont quitté la ville. On passe l'annonce comme ça, puis la décision est prise, et puis c'est fini. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Et puis, c'est vraiment, en tant que prof en administration publique, moi, je vois une fonction publique qui n'a pas fait sa job. Puis ça aussi, comme je vous dis, ça s'est fait aussi à Toronto. La personne à Toronto qui a dirigé le processus envers la rue Dundas a été congédiée l'année passée parce que c'est soudainement venu qu'elle avait dirigé un processus qui était malhonnête. Et puis, c'est vraiment dommage parce que, comme je vous dis, c'est l'acte culture là-dedans. Et puis, en plus, McDonald's a été mal jugé. McDonald's, là, de dire que c'est un impérialiste, coudon. C'était le premier dirigeant à façonner l'idée que le Canada devait être indépendant de l'Angleterre. De dire que c'est un impérialiste, mais franchement, là, ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Donnez-moi une preuve que McDonald's a fait une décision pour faire l'affaire des Anglais. Mais je veux une preuve. J'en demande une. Une. C'est tout. Une. Il n'y en a pas de preuve. Moi, je l'ai faite, je la connais, la vie de McDonald's. Je ne suis pas le seul. Mais j'ai aucune preuve que McDonald's a pris quelconque décision pour avantager l'Angleterre. Il a pris des décisions pour avantager Ottawa, c'est sûr. Il a pris des décisions pour avantager le Canada, c'est sûr. Si on s'est lancé à la conquête de l'Ouest et puis qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des grands défis avec la gestion des Autochtones et des Métis, ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Est-ce que McDonald's mérite la condamnation? Sans doute qu'à plusieurs égards, oui. Les choses ont été mal faites, que ça a mené à une petite guerre, hein, une rébellion. Quoique moi, je suis d'avis que McDonald's n'était pas du tout mal orienté dans ses politiques et que le Québec, à cette époque-là, malgré les grandes critiques à l'automne de 1885, le Québec était vraiment en faveur de réprimer l'insurrection de Louis Riel en 1885. C'est juste après sa pendaison que les choses se sont vraiment enflammées. Mais là encore, de dire que McDonald's était contre la démocratie en 1885. Je parle un peu de 1885, messieurs, parce que vous allez me permettre une petite annonce. Moi, j'ai un livre qui va sortir au mois d'octobre, Oui. qui va porter là-dessus, qui porte sur McDonald's et l'année 1885, parce que ça a été un grand tournant dans sa vie et dans la vie du Canada. Mais au point de vue de la démocratie, là,
40 il y a eu, durant l'élection de 1887, 40 une hausse de 40 de commettants. Alors, le nombre de voteurs, d'électeurs, est augmenté de 40 grâce à la politique de McDonald en 1885, quand il fait passer une nouvelle loi pour élargir le droit de vote. Le droit de vote. Ouais. Il va donner le droit de vote aux femmes. Il veut donner le droit de vote aux Autochtones. Franchement, là, de dire qu'il était contre les Autochtones, ça vient d'où, ça? Quand vous parliez que McDonald était quand même assez populaire au Québec, ouais. 1867 va chercher, avec les conservateurs, 29 du vote au Québec, gagne 37 sièges québécois. Ouais. En 72, 32 du vote. 74, une mauvaise année au Québec pour lui, 21 du vote. 78, 34 du vote. 82, 36 du vote. 87, ce que vous venez de dire, 38 du vote, 26 sièges. Et 91, tout près de 40 du vote québécois. OK, fait qu'il était mauvais, mais il était de plus en plus populaire. Au Québec. Ça, faut le dire. Puis en 91, son adversaire, c'était Wilfrid Laurier, un Québécois pur laine. McDonald va battre Laurier en 91. La coalition conservatrice va battre Laurier. Alors, quand on dit que c'était francophobe, que les Québécois se méfiaient de lui, mais là encore, je veux des preuves. Quand on va déboulonner McDonald, puis là, la statue, on va la perdre. Le Ville de Montréal ne veut pas nous dire où elle va se retrouver, cette statue-là. Mais ce que moi, comme je dis, je reviens à mon thème essentiel, c'est que ça annonce quelque chose de triste et que, pour des raisons que j'ai toujours jamais compris, on s'attaque à des symboles de notre histoire. Et puis, je m'interroge, moi, qu'est-ce qui fait que moi, j'aime des statues? J'aime les statues parce qu'elles inspirent. Regardez les statues modernes d'aujourd'hui, là. Il y a une statue que moi, j'adore parce qu'elle est tellement absurde. Je pense qu'elle est derrière le centre, c'est-tu le centre Malépart sur Hochelaga? C'est un malaxeur. C'est un malaxeur. C'est comme ça qu'on dit ça, un peu pour battre les œufs. Oui, une mixette. Mais pas électrique, là. Hein? Je veux dire, oui, manuel. C'est une douzaine de pieds d'auteur. Ça, c'est le Québec d'aujourd'hui, le malaxeur. Franchement, là, moi, je prendrais un Johnny McDonald, une statue de 140 ans qui a vécu au Québec, qui a été contesté, qui a été respecté pendant 140 ans. Gardez ça, puis retournez votre malaxeur là, dans son entrepôt. Là encore, c'est pas une insulte envers l'artiste, c'est un très, très beau malaxeur. Que je sois bien compris, là, c'est un très, très beau, c'est une très, très belle reproduction. Dans un musée d'art culinaire, oui. Ah, ben, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'on n'a rien contre la pâte à crêpes, mais c'est pas un. Ça, c'est avec ça qu'on reconstruit les bases de la société moderne. Le passeport, pas de tu sais, les nouveaux passeports qui ont remplacé les personnages historiques par des ponts puis des trucs sans signification. À la place de Johnny McDonald, on va avoir le malaxeur. Une spatule, un malaxeur, une belle cuillère, ça serait un beau symbole des Québécois, de la société québécoise. Non, mais qui pense, là? Qui réfléchit dans la ville de Montréal pour pondre des idées comme ça? Hein? On va se défaire de Johnny McDonald, qui a été premier ministre pendant 20 ans, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qu'on érige le malaxeur. Écoutez, on vient de loin. Hein? Si vous le permettez, on va continuer la discussion encore quelques instants derrière derrière le paywall. Pour les gens qui s'intéressent, rejoignez-nous sur notre Patreon et on poursuit encore avec M. Duthil.